je crois que ça tourne. Zut, alors je me dépêche. Ouf. Voilà, c'est l'heure de l'apéro et je vous propose un petit château Kefraya. Et je suis donc avec mon ami Jean-René van der Platzen qui va déguster ce vin. Vous allez comprendre tout de suite l'allusion puisque c'est un vin libanais. Voilà, vin que vous connaissez, je crois. Oui, puisque c'est un vin libanais fait par les moines de Kefraya. Tout à fait. Donc on est dans la plaine de la Beka, Merci. sur les hauteurs de la Méditerranée. Ils poussent, donc les vignes sont à plus de 2000 mètres. Et donc vous me direz ce que vous en pensez. C'est l'édition 2016. Mais Jean-René van der Platzen n'est pas venu parler que de vin. Il est venu aussi parler de son livre sorti au mois de septembre, Le métier de mourir. Voilà, aux éditions Grasset. Vous êtes, je déguste quand même. Il est très bon. Très ensoleillé et plein de soleil et d'alcool. Oui, un petit fumet boisé et il monte vite en bouche. Voilà, on va prendre du plaisir ensemble. Donc vous êtes directeur adjoint de la rédaction du Figaro Magazine, voilà. Mais vous êtes maintenant écrivain, c'est votre deuxième livre. Et donc on va planter le décor si vous voulez pour commencer. Donc c'est l'histoire d'un baroudeur, d'un militaire de métier qui répond à ce nom de code de Belfast. Mais parlez-nous quand même de cette époque, de ce cadre géographique et historique. D'accord. Donc alors l'action de ce roman se déroule en 1985, il y a 35 ans de cela, c'est quand même un petit moment, au Liban Sud, à un endroit très précis qui s'appelle Ras El Bayada, qui est ce qu'on appelle un checkpoint dans le jargon des soldats. Et ce checkpoint se situe, il existe encore, si on tape Ras El Bayada sur Google Earth, on verra exactement le lieu décrit dans ce roman, se trouvait à l'entrée de ce qu'on appelait à l'époque l'enclave. L'enclave, c'était une zone démilitarisée entre la frontière israélienne et la frontière libanaise, sur le territoire libanais. Et là, il y avait une bande de terre d'une dizaine de kilomètres qui partait de la Méditerranée et qui allait jusqu'à la frontière avec la Syrie. À l'époque où j'étais soldat là-bas, ces checkpoints protégeant l'enclave étaient tenus soit par les troupes israéliennes, donc l'armée israélienne qu'on appelle Tzahal, soit par une milice libanaise qui s'appelait l'ALS, pour Armée du Liban Sud. Cette milice était dirigée par un général qui s'appelait Antoine Nahad, et elle était constituée, c'est sa particularité, essentiellement de chrétiens maronites. Il y avait quelques soldats chiites aussi qui s'étaient engagés dans cette milice, qui a compté plusieurs milliers d'hommes à une certaine époque. Voilà. Et donc l'action se déroule là, 85, la guerre civile libanaise et le retrait des forces israéliennes du Liban Sud. Donc c'est un ovni, une armée qui n'existe pas, mais qui est payée par Israël, mais qui est totalement indépendante, mais quand même sous les ordres. C'est ce qu'on appelle une milice, comme il y avait les forces libanaises de la famille Gemayel, comme il y avait la milice Amal de Nabi Berri, le chiite, ou de la milice du Hezbollah, qui était aussi une milice chiite. En vérité, chaque grande famille libanaise avait plus ou moins sa milice, et chaque confession avait sa milice. Voilà. Et ce qui est intéressant dans l'armée du Liban Sud, c'est que elle a, pendant 25-30 ans, tenu les frontières entre Israël et le Liban, et plus particulièrement entre le Hezbollah et l'armée israélienne. D'accord. Alors, pour nos amis qui sont des passionnés d'histoire souvent, donc ce roman, nous évoque quand même tout ce qui s'est passé dans cette terre complexe, cet Orient compliqué. Donc effectivement, vous nous rappelez la guerre des 6 jours, du Golan en 67, les différentes opérations qui ont été menées, Litanie, la paix en Galilée, et puis la présence française dans la Finule. Et donc là, un petit mot sur cette force, puisque c'est là où vous avez sévi. Tout à fait, oui. Donc alors, la Finule a été créée du temps où les Palestiniens étaient très présents et très puissants au Liban, et elle a servi à s'interposer entre les différentes factions armées qui se tiraient dessus à peu près dans tous les sens. Donc Finule pour Force intérimaire des Nations Unies au Liban, donc ce qu'on appelle autrement dit les casques bleus. Et comme
presque partout, c'est la France qui fournissait et qui fournit encore le contingent le plus nombreux, le plus puissant de casques bleus. À l'époque où j'y étais, il devait y avoir au moins 1500 hommes, 1500 soldats français, qui étaient soit des légionnaires, soit des marsouins, soit... Jean-René, je voudrais parler j'allais dire presque d'un personnage important du roman, c'est le Liban, pays qui souffre, hélas, qui fait l'objet d'une lourde actualité. Pour vous, le Liban, ce n'est pas un pays anodin, c'est pas un pays parmi tant d'autres, hein. Non, non, évidemment, je pense que même c'est peut-être le pays que j'aime le plus au monde après le mien, donc après la France. C'est un pays magnifique, avec un peuple extraordinaire, courageux, inventif, entreprenant, doué pour les langues et le contact, et qui a la chance, et la malchance aujourd'hui, de vivre dans un environnement autrefois sublime et aujourd'hui dévasté par la guerre, l'occupation syrienne, etc. Non, oui, c'est effectivement un personnage à part entière du livre. J'ai essayé de dire toute la beauté de ce pays qui, parce que c'est au cœur de ce roman, qui fait partie de ce qu'on appelle la Terre Sainte, dans son acception traditionnelle. La Terre Sainte, elle monte jusqu'à Tyr et Sidon. Et donc, puisque dans ce roman, la question des trois religions révélées est omniprésente, j'ai voulu que ça soit vraiment l'environnement, voilà. Mais c'est juste aussi parce que c'était la vérité et que je connaissais bien cet endroit. C'est très réussi. Vous faites dire à l'un des jeunes amis du jeune Français Favrier, hein, dans la bouche de Charles L. Khoury, si seulement tu savais ce qu'est le Liban. Et il lui répond, c'est le paradis sur terre. Oui, en tout cas, c'était le paradis sur terre. Tous ceux qui ont connu le Liban d'avant le début de la guerre, donc d'avant 1975, en gardent un souvenir émerveillé. On garde le souvenir d'un âge d'or. Mais le principe d'un âge d'or, c'est que souvent, il est passé, hélas. Voilà. Non, un pays absolument extraordinaire, d'une immense beauté, avec une variété de paysages inouïs. On part des montagnes du mont Liban, autour du mont Liban, qui sont enneigées en hiver, jusqu'aux plages sublimes de Beyrouth ou en descendant vers la frontière israélienne, plage de sable fin magnifique. Sachez en tout cas que pour ceux, c'est mon cas, qui ne connaissent pas cette terre, vous donnez envie d'y aller, de découvrir ce pays. Alors, vous avez abordé un autre sujet sur l'importance des grandes religions, et effectivement, c'est un sujet, c'est une thématique très, très prégnante dans ce livre. Effectivement, je reviens sur le petit Français engagé, qui lui, dans son Occident français de banlieue, n'a pas eu de grosses préoccupations métaphysiques. Alors c'est le choc quand il arrive au Liban. Bien sûr. Oui, alors donc, ce roman, c'est l'histoire, vous parlez de ce jeune Français, c'est l'histoire d'un jeune Français qui, parce qu'il en a un petit peu assez de l'inutilité, de la vacuité de sa vie parisienne, décide de s'engager pour aller combattre au Liban, du côté chrétien. Et il va se retrouver face à un vieux soldat, un vétéran, qui s'appelle, je pense qu'on peut dire son nom, Belfast, qui en vérité est un nom d'emprunt, est un pseudonyme, puisque ce Belfast, qui a une vie absolument extraordinaire, a été par le passé légionnaire en Indochine. On comprendra au cours du roman pourquoi il s'était engagé dans la Légion étrangère. Il faut dire aussi que ce Belfast est rescapé d'un camp d'extermination. Donc il est juif, toute sa famille disparaît dans un camp, lui est le seul survivant, et je dois dire à ce point de notre entretien, je dois dire tout de suite que ce roman est fondé sur une histoire vraie. Et c'est ça sans doute le plus incroyable. C'est que le récit de la vie de cet homme, qui m'avait été raconté par mon grand-père maternel, qui avait fait l'objet de mon premier livre, qui s'appelait La nostalgie de l'honneur. Donc, cet homme a réellement existé. Cette histoire m'a tant marqué. C'est un mélange entre, comment dire, vous qui avez lu le livre, vous me dites si je me trompe, mais entre
le Comte de Monte Cristo, parce que c'est le récit d'une vengeance, c'est aussi le récit d'un miracle, un petit peu à la manière de la liste de Schindler, et puis c'est comment se reconstruit-on lorsqu'on a vu sa famille disparaître sous ses yeux dans des conditions atroces. Et c'est là où intervient la religion. Donc cet homme, Belfast, se reconstruit, j'ai imaginé qu'il se reconstruisait en lisant la Bible tous les jours. Et en particulier, un des livres de l'Ancien Testament qui s'appelle l'Ecclésiaste. Tous les lecteurs de Versailles connaissent l'Ecclésiaste, c'est qu'on appelle un livre de sagesse, c'est pas le livre d'un prophète, donc un livre de sagesse, avec des phrases, des pensées, des réflexions, des sentences qui servent à peu près à tous les moments de la journée et à peu près à n'importe quel moment de la vie. Et donc cet homme, Belfast, qui n'a pas choisi ce nom d'ailleurs, Belfast, par hasard, même s'il y a un petit côté versant lumineux de la condition humaine dans ce nom, on comprendra pourquoi, Belfast se reconstruit grâce à l'Ecclésiaste. Et à chaque instant de sa vie, pratiquement, il marmonne ou murmure une des phrases de ce livre de sagesse sublime. Alors ça, c'est une merveilleuse trouvaille de ce fil conducteur et de nous distiller au fur et à mesure des pages et des chapitres, voilà, une sentence de l'Ecclésiaste. C'est que du bonheur. Là, moi, je me suis arrêté à chaque fois que je tombais sur l'Ecclésiaste pour moi-même divaguer, méditer avant de reprendre la lecture. C'est une belle trouvaille stylistique. Enfin, voilà, donc ça veut dire qu'on peut aussi se replonger dans ce livre de sagesse si on a du temps. Alors, je dis ou redis qu'au cours de toutes ces rencontres pendant le salon du livre, vous pouvez commander le livre en ligne et que l'auteur se prêtera à l'issue de cette rencontre à l'exercice des dédicaces au nom des personnes que vous souhaitez. Voilà. Alors, je voudrais aborder une question qui vous est chère, j'ai l'impression, qui est ce monde de sueur et de sang, qui est le monde militaire, que vous connaissez, on a compris de l'intérieur avec cette expérience personnelle de jeunesse, et aussi familialement. Voilà. Mais alors, vous faites dire des choses un peu violentes. Je cite, « Lorsqu'on a goûté à la vie de soldat sous les ordres d'un chef comme Belfast, on ne peut concevoir de revenir à la banale, la monotone, l'ennuyeuse vie d'un civil. » Vous croyez à ce que vous dites? Tous les militaires... Je crois totalement à ce que je dis, mais dans la mesure où j'ai eu la chance, lorsque j'étais soldat, d'être engagé sur un théâtre d'opération, il est évident que chaque instant de la vie prend une intensité que n'ont pas les moments de la vie civile. En tout cas, je n'ai jamais retrouvé une telle intensité dans la vie par la suite. Il y a de la nostalgie dans vos propos, non? Il y a sûrement de la nostalgie, mais vous avez démissionné? Non, j'avais juste fait ça dans le cadre de mon service militaire et j'avais signé un contrat d'engagement pour le Liban. Mais tous les anciens soldats vous le diront, et lorsqu'on a été versé dans une unité d'action, une unité, automatiquement, vous en nourrissez de nostalgie parce que vous avez vécu plus fortement, plus intensément, et en prenant conscience à chaque instant de combien la vie est fragile. C'est ce que je voulais dire en utilisant cette phrase. D'ailleurs, les garçons qui étaient avec moi là-bas au Liban, plusieurs d'entre eux se sont engagés ensuite dans l'armée, ont revu pratiquement leur plan de vie à l'issue de cette expérience. Et vous admirez quand même ces jeunes hommes qui s'engagent corps et âme. Évidemment. Y a-t-il quelque chose de plus noble que de donner sa vie ou d'accepter l'éventualité, l'hypothèse de donner sa vie pour les autres? Les médecins le font, en ce moment les soignants, les aides-soignants, les infirmières, les gendarmes, les policiers, les soldats le font. Je trouve que c'est admirable. Alors, on a tous des traditions différentes dans nos familles, on n'a pas tous des militaires. En tout cas, je trouve que vous avez un regard qui donne envie de connaître plus de militaires, un regard sympathique sur cet engagement, j'allais dire, jusqu'à la mort. Et c'est mon sujet que je voudrais aborder maintenant, puisque le titre, c'est quand même le métier de mourir.
voilà, j'allais dire, dans notre quotidien occidental, on a plutôt tendance à évacuer, être dans le déni de la mort. Or, un militaire, intrinsèquement, cette question-là, il l'a traitée. Il est censé l'avoir envisagée, en tout cas. C'est pour ça qu'il est tant question dans ce livre de métaphysique, entre guillemets, qui est un vilain mot, un mot compliqué, alors qu'en fait, c'est juste la réflexion sur le sens de l'existence et sur l'existence de Dieu. C'est pour ça que tant de soldats sont accompagnés par des aumôniers, qu'ils soient prêtres, rabbins ou imams, dans l'armée française, parce que le compagnonnage avec la mort fait qu'on est obligé de se poser la question de qu'y a-t-il après. C'est aussi la raison pour laquelle la musique ou les chants sont si importants dans ce roman, parce que je pense que se donner du courage ou ne pas être seul, c'est chanter. Chanter quand on est seul ou chanter à plusieurs pour se donner du courage. Voilà, donc j'essaie de décrire un peu ce qu'est la vie des soldats. Par rapport à mon premier livre, la grande différence, c'est que mon premier livre ne parlait que de la vie des officiers, qui est le monde dans lequel j'ai vécu familialement. Là, celui-ci, c'est le monde des soldats, qui est celui que j'ai connu personnellement. Donc, il y a, je pense, une âpreté supérieure dans ce livre, une rudesse, qui n'y a certainement pas dans le premier, ou qui était sans doute plus raffinée. Voilà. Je souhaite prévenir le lecteur de cet aspect. Oui. Alors, je reviens à la sagesse de l'Ecclésiaste, parce que là, c'est le verset 2, chapitre 4, mais je me délecte. Je les ai même stabilotés pour certains. Et j'ai trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants qui sont encore vivants. C'est que des phrases comme ça qui. Mais moi, est-ce que je suis plutôt. Je suis un peu des deux et quelquefois, je suis mort. Voilà, donc c'est un livre qui ouvre en permanence à cette réflexion. Alors, il n'y a pas que. Oui. Oui, alors, le métier de mourir, évidemment, il y a un clin d'œil au métier de vivre d'un grand écrivain italien qui s'appelait Cesare Pavese. Et dans mon esprit, le métier de mourir, c'est d'abord le métier de vivre. C'est parce qu'on accepte l'idée de la mort qu'on vivra mieux, qu'on vivra plus intensément, qu'on vivra et qu'on quittera la vie sans regret. Parce que de toute façon, nous sommes tous appelés à mourir. Donc, il vaut mieux se faire à l'idée que de refuser cette idée, puisque c'est inéluctable, quoi que nous fassions. Alors vous dites, alors là c'est du Jean René, hein, c'est plus l'Ecclésiaste, mais il y a des moments où on ne saurait plus être dans l'Ecclésiaste. La terre est pleine des cadavres de ceux qui nous ont précédés et nous marchons sur les morts. Oui, ça me semble une évidence. Il suffit d'aller à un cimetière dans chaque village. Mais alors, du coup, j'ai envie de vous poser une question très, très personnelle. Est-ce que c'est simplement l'imagination du romancier qui a trouvé que c'était une thématique intéressante et liée, bien sûr, à la vie militaire, ou vous, Jean-René, vous êtes traversé par cette question de la mort? En fait, je voulais raconter l'histoire de cet homme qui survit à la mort, qui la voit de si près, et qui va apprendre à domestiquer la pensée de la mort. Et je voulais montrer comment parvient-on à cette espèce de sagesse, de sérénité implacable qui, je l'espère, se dégage de ce personnage. À partir du moment où je racontais l'histoire de cet homme, j'étais obligé d'envisager la question de la mort, puisqu'elle est omniprésente. Ce n'est pas un hasard si dans ce livre, tous les êtres qui vivent autour de lui finissent par mourir. Lui apparaît un petit peu indestructible, en quelque sorte, alors que tous les autres meurent. Mais de toute façon, c'est ce qui nous arrivera tous, donc il vaut mieux aller en paix. Alors, je précise qu'on a passé du temps sur cette question-là. C'est pas triste comme livre, c'est pas macabre, c'est pas justement. Il y a une très grande vitalité. Et justement, pour moi, l'autre leçon de ce roman, et à travers ce rebondissement, cette renaissance de votre héros Belfast, c'est aussi lui qui n'a pas eu de grande aventure amoureuse, construisant un couple, ayant une descendance. Il y a toute cette réflexion sur la soif de transmettre. Hein. Tout à fait, oui, tout à fait. Je pense que vient un âge de la vie où un homme
lorsqu'il n'a rien laissé derrière lui, s'interroge sur « que vais-je laisser derrière moi ?» Certains écrivent des livres, d'autres fondent une famille, ont des enfants, et donc laissent quelque chose derrière eux. Pour un soldat, il n'y a pas beaucoup de moyens de laisser quelque chose derrière soi. Plutôt que de laisser son nom sur une stèle, on peut aussi soudain se dire que restera-t-il ? Et là arrive ce jeune homme dans la vie de ce vieux vétéran qui a tout vu, revenu de l'enfer, et il se dit après tout, peut-être que ce jeune homme qui me ressemble tant quand j'avais son âge, peut-être que c'est lui qui peut devenir mon fils. Voilà. Et je n'irai pas plus loin sans dévoiler s'il vous plaît. Sans dévoiler la fin, mais évidemment, il y a comme un passage de témoin entre le vétéran et le jeune soldat. C'est une question qui parcourt tout le livre. Que doit-on laisser? Que peut-on laisser? Et comment le laisser? Quelle doit être la place des fils? Et quel doit être le rôle des pères dans une vie, dans une civilisation même? Je crois que les 2-3 derniers chapitres évoquent beaucoup cette question. Voilà. C'est fondamental. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un saut, je le regrette, je le déplore, il y a une perte de transmission, une perte en ligne, si je puis dire, dans la transmission, parce que tout va si vite, et puis peut-être parce que les pères ne prennent plus le temps d'expliquer à leurs fils ce qu'ils ont appris de la vie, et peut-être aussi parce que les fils n'écoutent pas leur père, parce que ça c'est assez logique, que les fils recherchent des pères de substitution ailleurs que dans leur propre famille. Oui. C'est une vraie dimension du roman. Enfin, en tout cas, moi, le père que je suis, père d'enfants adoptés, voilà, ça m'a beaucoup touché sur la transmission et le sens de ma vie. Voilà, donc c'est un roman à lire absolument. Si vous reprendrez bien sûr. J'allais dire si l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. En revanche, l'abus de lecture ne l'est pas. Donc, je conseille vraiment à tous nos amis ce roman qui est un roman quand même d'action, mine de rien, puisqu'en fait, c'est pas de la guerre de mouvement, puisqu'ils sont là à faire un exercice de police. Les journées sont longues dans un checkpoint, mais en fait, les moindres détails engendrent tout de suite des tournées de vérification, entraînent des inspections par rapport au véhicule qui doit passer. Donc, je trouve que c'est pour un livre où, a priori, il ne se passe rien, on ne s'embête pas. Et puis, il y a tous ces temps morts où la réflexion, du coup, occupe les esprits. Et là, vous avez vraiment de magnifiques envolées, voilà, sur le sens de notre vie, le métier de mourir. Donc, c'était notre apéro de ce soir avec Jean-René Van der Platen, que je remercie. Merci infiniment. Merci infiniment Vianney. aussi. Merci Vianney de votre invitation. Merci à vous. Merci beaucoup.